Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette conférence. Donc l'agilité, plus qu'un sprint, une véritable course d'obstacles. Alors je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas, puisque je suis un habitué de cet événement depuis quasiment la création, mais sous une autre casquette. Là voilà, Eric Ducasse, donc je suis aujourd'hui chez Wehumanity, et je suis en charge de toutes les activités en France, notamment sur les offres et sur nos communautés d'expertise, et également en charge de l'offre de transformation. Voilà, et je suis accompagné de Florence qui va se présenter après, donc qui va faire un retour d'expérience sur Roche. Juste pour introduire déjà notre sujet, donc je voulais revenir quand même assez rapidement sur aujourd'hui, quand on regarde l'état des lieux de l'agilité finalement, on voit que le Manifeste Agile vient de fêter ses 20 ans. 20 ans maintenant que beaucoup d'entreprises ont entrepris un chemin qui est jalonné d'obstacles, jalonné de difficultés, mais plein de promesses. Après avoir traversé moi-même de nombreux secteurs, de nombreuses entreprises, je remarque que l'agilité cherche souvent un moyen de sortir finalement, d'impacter au-delà de l'IT, ou dans certains cas est adressée de manière segmentée, en séparant vraiment la stratégie, le leadership et l'opérationnel. Sans parler de l'enjeu culturel, bien évidemment, qui est quelque chose de très difficile à impacter aujourd'hui, qui peine à s'ancrer pour faire évoluer les mindsets, pour faire en sorte que finalement les méthodes de travail, les manières de fonctionner, change radicalement. Toutefois, ces 20 années nous ont appris pas mal de choses. Vous avez vu, il y a déjà beaucoup de conférences sur le sujet, de beaucoup d'entreprises. C'est aussi l'occasion de comprendre finalement ce qui a pu bloquer, de comprendre finalement et d'en tirer des enseignements. Ce matin, Jean-Christophe nous a parlé de faire bouger les frontières de l'agilité. Cet après-midi, j'ai le plaisir de vous présenter une entreprise qui a déjà fait bouger les lignes en adressant l'agilité comme un levier au niveau de l'entreprise, à partir des métiers, et en embarquant toutes les fonctions derrière. Cette aventure vraiment est pour nous vraiment représentative de la dynamique agile qu'on essaie d'insuffler dans l'entreprise, puisque c'est une dynamique qui est vraiment transverse, qui doit adresser la chaîne de valeur dans sa globalité, et pour ça, qui doit s'appuyer sur la pluridisciplinarité des compétences. Aujourd'hui, beaucoup d'accompagnements se font avec des coachs, des consultants, des experts de l'IT, des experts du métier, du produit. Tout ça, ça doit évoluer de concert dans une finalité qui est d'impacter l'entreprise afin de la rendre plus agile, beaucoup plus orientée client, avec des produits parfaitement adaptés aux attentes et lancés très rapidement. Et les moyens, bien sûr, doivent évoluer, quant à eux, pour s'appuyer sur des fondamentaux vraiment agiles. Voilà, Florence, je te laisse du coup te présenter et nous éclairer un peu sur le contexte de Roche. Bonjour à tous, donc je m'appelle Florence Lacour, je travaille chez Roche depuis 6 ans maintenant. J'ai essentiellement travaillé dans ma carrière professionnelle sur les transformations d'entreprises dans pas mal de secteurs, l'industrie, les services, l'agroalimentaire, avant d'atterrir donc chez Roche. Et donc je m'occupe depuis 6 ans de la transformation. Et aujourd'hui, plus précisément, de la mise en place de l'agile dans l'entreprise, donc au niveau de la filiale France, de l'Algérie également, et je fais également partie d'une équipe qui s'est récemment créée à l'international pour transformer l'entreprise et qui s'occupe de tout ce qui est accompagnement au changement et communication. Donc Roche, d'abord pour vous présenter un petit peu ce qu'on fait, donc on ne vend pas des canapés. On ne vend pas non plus de lait pour le corps. Et je ne vous souhaite pas non plus de consommer des produits Roche, puisque en fait, les produits Roche, c'est essentiellement des solutions, donc soit des médicaments, soit en fait des dispositifs de santé qui sont destinés à des patients souvent atteints de maladies graves comme le cancer, la sclérose en plaques, l'hémophilie, ce genre de maladies. Donc voilà. Donc tout ça pour vous redonner un tout petit peu de contexte sur notre activité. Donc Roche, on avait besoin, en fait, en tant que grosse entreprise, d'une entreprise suisse et une grosse boîte, avec beaucoup de compliance, puisque vous savez que le secteur pharmaceutique est très réglementé. Et donc, on était très lourd, plein de process, plein de choses à respecter, plein de règles, etc. Et paradoxalement, ce qu'on souhaite, nous, c'est que nos patients ils soient guéris le plus rapidement possible. Et quand un patient est atteint de cancer, c'est des semaines qui jouent
on est à quelques semaines près, et donc chaque semaine gagnée sur la mise à disposition en fait, d'un médicament sur le marché est une vie potentiellement de sauver. Donc on avait vraiment besoin en fait, d'accélérer nos processus. Et donc on va dire notre ambition, c'est vraiment d'apporter plus de solutions à plus de patients, plus vite, à moindre coût pour la société. Et je parle de société, c'est pas pour l'entreprise Roche, oui, mais je parle de la société. Pour ceux qui ont vu la conférence ce matin, en effet, d'Isaac Gates, on n'est pas sur du profit, là, pour le coup. Voilà. En tout cas, pas directement. Et je m'arrête juste un peu là-dessus, parce que ça a été vraiment le point de départ, en fait, de la transformation agile. La première chose, en fait, je crois qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire de la transfo? Et je discute pas mal avec des gens, et souvent, on ne se pose pas assez cette question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Donc nous, on était vraiment en fait sur à la fois l'innovation pour apporter plus de solutions et sur la rapidité de mise à disposition de nos médicaments. Donc ça, je pense que c'est une chose assez importante. Et donc, on a commencé ce projet de mise en place de l'agile, moi je dirais en 2015, où on a commencé à beaucoup travailler sur tout ce qui était culture et mindset à mon arrivée dans l'entreprise. Et on ne parlait pas du tout d'agile, on parlait de transformation culturelle, etc. Donc j'ai d'abord beaucoup travaillé là-dessus. Et puis en 2018-2019, une impulsion a été donnée par l'international, puisqu'il y a deux, on va dire, VP du groupe, qui ont lu le livre de Frédéric Laloux, Reinventing the Organization, et qui l'ont mis sur leur table de chevet et ne le quittent plus depuis. Et donc ils disent c'est ça qu'on a envie de mettre en œuvre. Et donc nous, notre transformation agile, elle est vraiment partie du haut et des personnes en fait les plus armées dans l'entreprise pour pouvoir la transformer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, et donc on en est là aujourd'hui. Alors, juste pour vous donner le cadre, donc, je dirais qu'il y a trois pans dans la mise en place de l'agilité chez Roche. Il y a un premier pan, en fait, qui est la culture, le mindset, l'état d'esprit. Il y a un deuxième pan qui est les méthodes, mais je ne dirais pas les méthodes pour la méthode. Le Scrum ou le Design Thinking, etc., ce n'est pas la finalité. Pour moi, les méthodes, elles ne font que permettre aux salariés de changer leurs gestes du quotidien. Et en changeant leurs gestes au quotidien, ils changent finalement leur façon de travailler. Et donc, c'est vraiment comme ça, en fait, que j'ai envisagé la partie méthode. Et la troisième, en fait, qui est une partie organisationnelle, avec une organisation qui sera beaucoup moins hiérarchique, organisée en réseau, et on pourra en reparler tout à l'heure. Merci Florence. Donc, je crois que lors de cette transformation, pour réduire ce fameux time to market des médicaments, vous avez rencontré beaucoup d'obstacles. Donc l'idée, ça va être de revenir sur ces obstacles, mais plutôt de vous présenter... non pas les problèmes, on va plutôt vous présenter des règles d'or à suivre, en tout cas, qui sortent vraiment de cet enseignement-là, de ce retour d'expérience. La première règle d'or, ça a commencé un petit peu à être évoqué par Florence, c'est vraiment donner une impulsion au plus haut niveau, en partant du client et en assurant un lien entre la stratégie et l'opérationnel. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, l'agilité au départ est souvent initiée sur le terrain et aussi initiée par l'IT, on le voit dans beaucoup d'organisations aujourd'hui. Certes, elle apporte de la valeur réelle, hein, puisqu'on voit en effet une dynamique d'équipe qui est différente, on voit une meilleure appropriation des moyens, des outils, on voit des produits qui sont délivrés pour des clients internes qui sont de meilleure qualité et beaucoup plus orientés sur les besoins. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait aller beaucoup plus loin en étant mieux connecté aux besoins du client, et donc forcément aux besoins du client final, et être davantage connecté au business, qui est aujourd'hui une problématique rencontrée dans l'entreprise. Donc, l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, et vous voyez tous aujourd'hui dans ces événements-là, dans ces conférences, c'est prouver de la valeur que pourrait apporter l'agilité au niveau de l'entreprise. Aujourd'hui, chacun travaille finalement dans ses propres pratiques locales, sans vision d'ensemble de la transformation, de ses objectifs stratégiques comme de sa mise en œuvre opérationnelle. On est dans des organisations qui sont très grosses, dans lesquelles on a beaucoup de disparités et beaucoup d'entités différentes qui finalement optimisent localement. Il faut donc assurer une vision d'ensemble et plus de transversalité sur toute la chaîne de valeur en partant du client.
Et ça passe bien sûr par une mobilisation du business, comme va l'illustrer Florence. Alors, quand on a démarré la transformation à l'international, la première chose qui a été faite, c'est prendre tous les patrons de pays et les coacher. Donc ça a été un truc, je pense, qui est très différenciant de nous par rapport à d'autres entreprises. Les patrons de pays se réunissaient à peu près une fois par trimestre à raison de 3 jours. Ils partaient en séminaire et ils parlaient business, etc. Enfin, comme dans toutes les grosses boîtes, quoi. Eh bien, à partir du moment où on a commencé à parler de la transformation, les 3 jours, ils étaient entièrement dédiés en fait au coaching. On parlait plus du tout business, plus du tout des suivis des indicateurs, etc. Mais en fait, ils ont été accompagnés donc, par des coachs externes pour vraiment amorcer une transformation qui sera d'abord individuelle avant toute chose. Et ça a été quelque chose de très très fort. Parce que bon, il y a eu beaucoup de résistance, comme vous pouvez l'imaginer, de patrons de pays au début. Mais en fait, avec la multiplication et vu en fait, la masse qui était demandée et le poids en fait, de cette transformation et ce qu'on leur demandait, ils ont très très vite compris qu'il fallait qu'ils changent. Donc ça s'est illustré chez moi, hein, avec mon patron de pays en France, par exemple, avec des choses très très précises en termes de changement de posture. Donc par exemple, on a arrêté de faire les COMEX autour d'une table. On a installé des canapés en fait dans la salle COMEX. Et puis on a arrêté les slides. On a les personnes en fait, qui venaient présenter en COMEX envoyaient leur présentation en pré-read. Et en fait, quand ils venaient, on leur demandait de poser des questions ou de poser un sujet, une thématique qui serait discutée avec le COMEX. Et ça a l'air tout con en fait, mais ça a changé complètement les relations. D'abord, les gens étaient beaucoup moins stressés pour venir présenter en fait, leur sujet en COMEX. Le COMEX, eux, ils étaient dans une posture où ils étaient beaucoup plus détendus, beaucoup moins dans le challenge, un peu comme on peut voir, un peu typique. Voilà, ils vont venir, on va les challenger. Ben, ils n'étaient plus du tout dans cette posture-là, donc ça a énormément changé. Et puis, si je parle de mon patron lui-même, bon, comme tout patron de pays, c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership et qui est un naturel assez directif, on va dire, au début. Et en fait, il a complètement changé de posture dans les discussions qu'il avait avec son COMEX. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'exprimait, qui donnait très vite en fait, son avis au démarrage de la discussion. Donc il posait la question et puis très vite, il donnait son point de vue. Et après, c'est très difficile en fait, pour les autres membres du COMEX de donner leur point de vue et de donner un point de vue différent. Donc en fait, ce qu'il a compris qu'il fallait faire, c'est arrêter de parler en premier, recueillir en fait les avis de son COMEX et aller creuser à droite à gauche en fait ce qu'il pensait. Et finalement, il était dans une posture où il récoltait les avis, en faisait la synthèse, posait le vrai problème, la question qui fâche un peu, et en fait après donner son avis. Et donc je pense que ça change énormément de choses en fait dans la posture. Et en observant ça, quand on est rôle modèle comme ça de la transformation, derrière, je pense que les équipes commencent à voir, imitent, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un élément absolument phare en fait de la transfo. On voit en effet que les pratiques sont très importantes pour ancrer derrière un changement au niveau de la manière de manager, la manière de partager, la manière de décider. Je sais pas fini, parce que je vais être très longue, évidemment, je suis désolée. Hein. La deuxième chose qu'on a fait pour rester connecté à la stratégie, en fait, c'est avoir vraiment des équipes qui soient polyvalentes. Donc, on a commencé à réfléchir sur les sujets. On a mis en place ce qu'on appelle les OKR, donc je pense que vous connaissez Objective Key Result, c'est-à-dire c'est pour essayer d'expliquer simplement, excusez-moi si je ne suis pas exacte dans la définition, mais on essaye de découper la stratégie de l'entreprise en thématiques et après, en fait, chaque département vient contribuer à ces thématiques-là pour la stratégie. Donc ça, c'est hyper important et ça nous permet de rester connectés entre l'opérationnel et la stratégie.
Et le fait d'avoir des équipes qui soient complètement polyvalentes fait qu'il y a des doubles regards et des choses comme ça, ce qui fait qu'on ne perd jamais en fait, le lien entre les personnes qui sont stratégiques et le lien, les opérationnels. Et le dernier point, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on s'est fait accompagner par un cabinet. Moi, je n'étais pas du tout une pro de l'agile. J'avais travaillé sur 1 ou 2 projets en agile, mais on n'était pas du tout des pros de l'agile. Donc on s'est fait accompagner pendant à peu près 1 an et demi par une société qui, elle, connaissait très bien en fait, tout ce qui était méthode, etc. Donc qui était assez complémentaire avec mon expertise qui était plus le change et le mindset, la culture et tout. Et qui nous ont aidés à mettre en place en fait, des choses assez simples, comme par exemple la backlog du COMEX, parce que là encore, moi je souhaitais vraiment que le COMEX, en fait, on ne dit pas aux gens comment travailler, mais on se met quand même à travailler exactement comme on demande aux salariés de travailler demain. Donc voilà, donc ils nous ont aidés en fait à mettre en place pas mal de choses au départ. Merci Florence. Donc comme on le voit, cette première étape est essentielle pour démarrer la transformation, c'est un peu notre première règle d'or. Mais ça ne suffit pas, c'est une première étape. La deuxième, finalement, étape très importante, et ça on en parle beaucoup aujourd'hui dans les différentes organisations, c'est vraiment de mener le déploiement avec des leaders coachs en remettant la décision au bon niveau. Ça paraît anodin comme ça, mais ça tire énormément de choses derrière. On voyait bien sur un COMEX, en effet, déjà la difficulté que peut avoir parfois un dirigeant à déléguer cette décision, à ne pas occuper l'espace, ne pas prendre des décisions avant les autres. Mais c'est vrai à toutes les strates de l'organisation. Et quand on est manager de proximité, dans un paradigme agile, on comprend bien qu'il va falloir repenser le rôle, mais il va falloir voir aussi que pour les opérationnels, c'est aussi repenser leur posture et leur manière de travailler. Quand avant on avait un chef qui disait quoi faire, très hiérarchique, on passe dans un monde où finalement on prend de l'autonomie, on prend de l'indépendance, et ce chef vient nous accompagner. C'est déjà un changement en soi profond pour les uns et les autres. Et donc, ce qu'il y a derrière ça, c'est en effet cette notion de coach, mais c'est aussi le fait, malgré tout, et c'est un équilibre à avoir, qu'on ne doit pas évacuer la hiérarchie pour autant. Croire que l'agilité, c'est la fin de la hiérarchie, ce serait une erreur. Par contre, le paradigme managérial change. On voit bien, on n'est plus vraiment sur des managers hiérarchiques qui distribuent des tâches, on est vraiment sur des managers qui accompagnent. Et cette hiérarchie elle est quand même nécessaire, puisque dans un cadre notamment très contraint, le cadre du médicament, on ne fait pas n'importe quoi. Donc on voit bien qu'il y a une partie du cadre sur lequel on peut déléguer, et une partie du cadre finalement où on apporte des contraintes qui sont exogènes quelque part. Voilà, Florence, je te laisse illustrer ce point-là chez Roche. Alors, sur la posture de leader, d'abord c'est très compliqué. C'est un sujet pas simple. Pourquoi? Parce qu'on a des années derrière nous, je pense, de formation où on nous a dit il faut que tu sois le meilleur, il faut viser l'excellence. Il faut contrôler tes équipes. La confiance n'exclut pas le contrôle, enfin tout ce genre de conneries. Donc on les a entendus pendant 30 ans. Et donc c'est très difficile, je pense, de changer complètement de posture. Moi-même, je peux vous dire que j'ai fait un chemin personnel, je pense, qui a pris plus de 2 ans pour essayer de vraiment commencer à comprendre et à vivre vraiment ce que c'est que cette posture différente. Donc chez Roche, nous, on s'est appuyé sur un modèle de management qui s'appelle le Leadership Circle Profile, excusez-moi pour mon vilain accent. Mais c'est un modèle de leadership, je vous l'explique en 2 secondes parce que c'est ce qui va vous permettre de comprendre en fait, le changement de posture. Il y a en fait dans le Leadership Circle Profile, il y a 4 axes en fait. Il y a un axe qu'on appelle un axe... Alors, dans les 4 axes, on a tous les 4 axes. Et il y a une partie en fait qui est dite plus réactive. Donc la partie réactive, c'est tout ce qui est mise à distance, un peu froideur avec les équipes, une posture très contrôlante, contrôler les équipes, être distant par rapport à ses salariés, etc. Et on a tous de ça parce qu'en fait, ce sont des postures qu'on a eues qui nous sont données par notre éducation. Et donc c'est des choses qu'on active en fait beaucoup avec dans le cadre de la peur ou voilà, c'est notre système de défense en fait. Par opposition, vous avez ce qu'ils appellent en fait le créatif.
Et donc le créatif, c'est quelqu'un en fait qui va être beaucoup plus dans l'échange, le relationnel, dans le positif, dans la performance. Et c'est pas la performance, il faut être exigeant pour faire 0 faute, c'est être performant parce que voilà, ça va apporter de la valeur ajoutée, etc. Donc c'est la performance d'un point de vue positif. Voilà, le troisième axe, c'est la partie relation avec les autres. Donc plein de choses. Est-ce qu'on sait développer les hommes? Est-ce que voilà, est-ce qu'on est proche de ses employés? Est-ce que plein de choses comme ça. Et le quatrième axe, c'est la tâche. Donc c'est quelle est ma capacité d'exécution? Comment est-ce que je vais être plutôt quelqu'un voilà, de rigoureux ou pas, etc., etc. Et en fait, ce que dit le Leadership Circle Profile, c'est donc on a les quatre axes qu'on développe plus ou moins. Mais en fait, pour être un leader du 21e siècle, il faut essayer de développer le plus le créatif et le relationnel par rapport à un management qu'on avait un peu dans le temps, en fait, qui était beaucoup plus basé sur le contrôlant et la distance. Et en fait, ce qu'on dit, c'est en étant proche de ses salariés, en les mettant en confiance, en connaissant en fait ses employés bien, en connaissant bien en fait à la fois leurs points forts, leurs souhaits de développement, etc. On crée des relations très très fortes avec ses employés et c'est ça en fait qui va permettre à toute l'équipe de donner la meilleure performance possible. C'est un peu ça le principe en fait. Donc il y a tout en fait un changement de posture à opérer. Je vous donne mon exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez froide au premier abord. Il y a même des gens qui me disent, en fait, avant, au démarrage, j'ai un peu peur de travailler avec toi. Bon, donc pour vous dire, ça fait 30 ans qu'on me dit la même chose. Donc voilà. Mais voilà, j'ai essayé d'apprendre en fait à être plus bienveillante au départ, à bien comprendre les gens, pour que en fait ça se soit un peu plus gommé et que je sois beaucoup plus dans la relation avec les autres. Donc ça, en fait, ce que le Leadership Circle Profile a été développé et administré, on va dire, parce que c'est un assessment 360 à on va dire, tous les grands leaders du groupe. Et au niveau des managers, moi j'ai beaucoup travaillé en fait avec un petit groupe de managers qui étaient hyper positifs, volontaires, etc. Ils étaient une vingtaine. Et je les ai beaucoup nourris de tout ça, avec aussi des vidéos, des articles, des livres et tout, pour qu'ils s'approprient, qu'ils commencent à comprendre ça et qu'ils commencent à polliniser en fait leurs collègues sur ce type de management. Et en fait, en découvrant ça, en lisant et tout, il y en a qui sont venus vers moi, ils m'ont dit « Ah ouais, mais moi, demain, je veux travailler en fait comme dans la Loue. Je voudrais en fait monter des équipes autonomes, responsabilisantes et tout ça, machin. » Et donc, en fait, ces gens ont commencé à créer des équipes où ils n'avaient plus une position de leader hiérarchique, mais ils étaient beaucoup plus en cercle, en fonctionnement en cercle avec leurs équipes, et donc sur un nouveau mode de management. Et puis autre chose en fait qui est super important, c'est essayer d'avoir la décision au bon niveau dans l'entreprise. Ça paraît hyper simple à dire, mais pas si simple à faire. Donc nous on a travaillé et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut encore beaucoup qu'on travaille. Mais l'idée c'est que la bonne décision, c'est finalement la personne qui est au plus près du client en fait, qui sait la prendre. Et donc, comment retravailler les process de l'entreprise pour pas qu'on fasse 5 étapes de validation, mais que la décision, par exemple, sur une décision sur un hôpital ou quelque chose comme ça, ça puisse être directement en fait, la personne qui se trouve sur le terrain qui puisse prendre cette décision-là. Donc, on a essayé de pas mal retravailler en fait tous nos processus de prise de décision, mais ce qui va avec tout ce modèle d'empowerment, d'autonomie, etc. Donc, tout ça, tout se recoupe en fait. Hein. On parle de la même chose. Donc ça nous amène en effet à un point essentiel de la transformation agile. Vous l'avez tous vu après, c'est les méthodes, les pratiques, éventuellement les frameworks, même si là on ne va pas parler de framework. L'enjeu après c'est de travailler le cadre de l'entreprise. Et donc de concevoir un cadre de travail qui s'adapte au contexte. On a des cultures différentes, on a des attentes différentes, des problématiques différentes à adresser. Et on ne met pas de l'agilité en place, entre guillemets, de la même manière côté RH que côté IT. Donc il faut bien quelque chose qui soit
très opérationnel, qui apporte de la valeur, sur lequel, en effet, il y a de la clarté dans les décisions, les rôles, mais que ce soit suffisamment flexible, suffisamment agile, entre guillemets, pour pouvoir s'adapter quand il y a des problématiques rencontrées. Et donc, il faut vraiment, en effet, de la souplesse, forcément, dans la mise en œuvre de ce cadre, et surtout pas de dogmatisme. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui a été pas mal travaillé aussi chez Roche à l'époque, pour pouvoir arriver au résultat d'aujourd'hui. Oui, alors quand le cabinet de conseil est arrivé en fait pour nous mettre le pied à l'étrier sur l'agile, ils se sont vite rendus compte en fait qu'on ne pourrait pas faire de l'agile comme on le fait à l'IT. J'ai déjà été rattachée à l'IT, donc je le dis de façon assez à l'aise. Mais au niveau des RH ou de la finance, etc. Pourquoi? C'est pas du tout les mêmes populations. C'est pas des gens qui sont forcément super, c'est pas des gens qui ont une connaissance en fait de management de projet. Enfin, ils sont pas experts du tout là-dedans, contrairement aux personnes de l'IT. Donc très vite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas applicables. Je prends un exemple, les daily meetings, donc les réunions quotidiennes de un petit quart d'heure qu'on fait beaucoup en IT pour aller développer une appli et qui sont très utiles pour aller développer une appli. Mais au RH, ça n'a aucun sens de faire un daily meeting de un quart d'heure le matin parce que les projets sont en fait beaucoup plus longs, etc. Donc les daily chez nous, ils se sont transformés en hebdo. C'était une fois par semaine, on faisait le point sur ce qui avait été fait, on se donnait la transparence, etc. Bon, la même chose, quoi, mais sur un délai d'une semaine. Donc je crois qu'en fait, il faut tâtonner pas mal. Par rapport aux différents départements et trouver en fait le bon rythme. Et puis on voit, hein, de toute façon, on pousse, on met en place un truc, on voit que ça va, mais après on voit vite les résistances quand on va un petit peu trop loin. Donc là, il faut être capable de dire, ok, ça marche pas, bon, ben, on réessaye, on fait autrement, on cherche des solutions avec les équipes, etc. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, je pense que faut bien choisir par quel département on démarre l'agile. Nous, on a choisi de démarrer par les équipes business parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, nous, notre why de la transfo, c'était vraiment le patient. Donc, on n'allait pas commencer par la finance ou par autre chose pour faire de l'agile. On a vraiment démarré par le business. Je crois que c'est un point fort, mais ce n'est pas non plus le plus simple. C'est loin d'être le plus simple. Mais au final, je pense que ça a donné en fait des résultats plus vite. Donc là aussi, s'adapter en fait au contexte de l'entreprise, au why de la transfo, etc. Bien réfléchir par qui on démarre. Et puis, tout ce qui est structurel, le run, les activités un peu structurelles, moi, je ne recommande pas franchement de les traiter en agile. Après, peut-être que d'autres diront autre chose. Mais là aussi, je pense qu'il faut s'adapter. Il faut savoir se dire quand est-ce qu'on met en place quelque chose d'agile et quand est-ce qu'on ne le met pas. Exemple, nous, par exemple, au RH, ils ont géré le projet de déménagement en agile. Bon, bah ça s'y prêtait complètement. Il y avait d'autres activités en fait, qui ne s'y prêtaient pas du tout et qu'on ne traitait pas du tout en agile. Je m'arrête juste 2 secondes sur le déménagement, parce que on a décidé de déménager au moment où on faisait notre transformation. Pourquoi? Pour que ce soit vraiment un accélérateur en fait, de nos modes de travail. On était dans un siège en fait, où on était très cloisonné, avec pas beaucoup de possibilités en fait, de voir d'autres services de l'entreprise. On était cloisonné par étage. Donc, quand vous étiez à un étage, vous y restiez quasiment pour la journée. Et donc, en fait, nous, on voulait le décloisement moins, que les équipes se mélangent, etc. Et donc, on a en fait construit un bâtiment. Enfin, on n'a pas construit le bâtiment, mais on a construit un espace de travail, on va dire, qui était beaucoup plus adapté, qui permettait de mixer les équipes, d'avoir des espaces de vie communs, voilà, beaucoup plus d'intégrer vraiment en fait nos modes de travail au quotidien. Voilà, donc ça c'était super important aussi. Merci Florence. Donc vous voyez en effet la difficulté qu'il peut y avoir à accompagner gérer toutes les fonctions de l'entreprise. On voit en effet, on parle de run, on parle de projets de nature diverses et variées. Je pense que les principes agiles peuvent nous guider à un moment donné pour améliorer la collaboration. Toute activité a ses contraintes. Certaines activités sont plus déterministes que d'autres. Quand on a des vraies contraintes réglementaires à gérer, ce n'est pas toujours facile d'être sur un cadre très itératif incrémental.
Pour autant, l'agilité, en effet, se diffuse dans la plupart des fonctions. Maintenant, une fois qu'elle s'est diffusée, une fois qu'on a mis en place ce cadre, la prochaine étape, c'est quand même d'ancrer le changement. Ancrer les pratiques agiles dans la culture pour qu'elles subsistent après le départ des coachs notamment. On voit bien l'entreprise est accompagnée, l'entreprise va être accompagnée pendant un certain temps. L'objectif quand même, c'est que derrière, elle puisse elle-même conduire sa propre agilité au quotidien. Et c'est aussi en s'assurant que toutes les personnes de l'entreprise se l'approprient. Et ce, quelles que soient quelque part les générations. Vous avez des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, qui ont leur propre méthode de travail, leur propre expérience vécue, leurs propres croyances, donc forcément qui ont plus de résistance. Vous avez des gens à l'autre bout du spectre qui viennent d'arriver, des digital natives, comme on a pu voir ce matin, qui du coup vont arriver peut-être avec déjà cet état d'esprit beaucoup plus dans la délégation ou pour le management, la créativité, l'empowerment, etc. Le relationnel, bien évidemment. Donc c'est important en tout cas de composer avec ces différentes personnes et de voir comment on peut les accompagner sur de l'upskilling, sur du leadership de manière différenciée. Et c'est également le management qui est important. On parle du management en termes d'accompagnement pour qu'il soit vecteur de cette transformation agile. Mais imaginez derrière si dans l'entreprise, vous avez un nouveau top manager qui arrive avec une vision tout autre, qui du coup ne s'intègre pas dans le cadre ou ne le comprend pas et vient du coup le percuter. Donc je pense que c'est important aussi en termes d'onboarding, en termes d'intégration, non seulement déjà de travailler sur les gens qui sont là, mais aussi de travailler sur les nouveaux entrants. Parce qu'il y a quand même du turnover, il y a des nouveaux arrivants. Et c'est important de leur faire prendre conscience qu'ils arrivent dans un écosystème dans lequel il y a des choses en place, il y a une culture qui s'est mise en place, qui s'est bâtie sur des années, et qu'il va falloir supporter, accompagner et bien sûr améliorer. Donc pour vraiment atteindre ces objectifs, c'est vraiment formaliser, s'approprier les pratiques, les adapter bien sûr sans les copier, et puis s'assurer d'une montée en compétences et d'un leadership fort au niveau de l'organisation. Chez Roche, du coup, alors chez Roche, on a été donc accompagné par un cabinet pendant 1 an et demi. Et c'était très net dans l'esprit de mon président. Au bout d'1 an et demi, il n'y aura plus d'accompagnement extérieur. Et c'est très court en fait, 1 an et demi. À l'échelle d'une grosse boîte, en fait, c'est quand même très court. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que 6 mois avant le départ du cabinet de conseil, j'ai proposé en fait des rôles de Scrum Master dans les équipes en volontariat. Donc c'était vraiment posté en fait comme un job chez nous, comme un job interne. Et les personnes en fait on va dire postulé pour ces rôles. Et je parle de rôles parce qu'en fait on leur demande 20 à 30% de leur temps pour être Scrum Master. Et donc, quand on a démarré, j'avais une population de 14 Scrum Masters dans l'entreprise. Donc, ils étaient entièrement volontaires. Au début, on voulait que je les nomme. J'ai dit non, Lalou, il nomme rien dans son bouquin. Là, hein. Non, ils vont postuler et on va choisir les gens comme ça. Donc, ils étaient entièrement volontaires. Et puis, pas rattachés à un département. Parce que l'intérêt, pour moi, l'intérêt de ces personnes qui étaient Scrum Master, c'était de découvrir un autre département, d'aller faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude. Donc, ils n'étaient pas rattachés à un département. Et je pense aussi que c'est plus facile d'accompagner au démarrage en Scrum Master une équipe qui n'est pas la sienne. Parce que parfois, avec le manager qui est derrière, c'est plus compliqué en fait de challenger les équipes. Donc on a démarré comme ça. Aujourd'hui, en fait, cette communauté, elle existe toujours. Ils sont un peu plus de 40. C'est toujours du volontariat dans l'entreprise, mais ça a fait beaucoup en fait de petits dans la boîte parce qu'ils apprennent plein de choses. C'est une communauté qui est complètement autonome. Ils se forment eux-mêmes. Ils font plein. Enfin, c'est incroyable en fait comment ils sont. Enfin, ils ont complètement intégré en fait les pratiques et le mindset agile. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes qui sont en train d'évoluer vers du coaching agile, puisqu'on n'en a pas parlé beaucoup, mais sur la partie organisationnelle, qui va être maintenant en fait l'étape qui va arriver là, c'est-à-dire avoir une organisation beaucoup plus en réseau, moins hiérarchique, etc. Je pense qu'il y a vraiment besoin en fait de coaching agile, beaucoup plus, et donc un certain nombre sont tout à fait capables d'accompagner les équipes sur cette question. D'autant qu'ils sont dans les différentes fonctions et donc, en effet, Voilà, le Scrum Master accompagne toutes les fonctions de l'entreprise, quelles qu'elles soient. On termine avec la dernière règle. Alors, on a parlé d'ancrage pratique, mais aussi le modèle. Un point essentiel et qui est un point très très compliqué dans les organisations, c'est de faire évoluer les processus régaliens, à commencer par le budget.
Alors pourquoi le budget? Parce que le budget, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, il y a des lourdeurs énormes dans la manière dont les budgets sont faits. Ça prend beaucoup de temps aux opérationnels, beaucoup de temps au management. Mais le budget, c'est aussi quelque chose qui est symbolique. C'est là qu'il y a l'argent, c'est là qu'il y a aussi la priorisation, là où on va finalement décider de ce qu'on va faire et de comment on va le faire. Je crois que chez Roche, vous avez du coup pu pas mal impacter ça. Oui, alors nous, ils ont changé les processus budgétaires juste au moment où démarrait l'Agile. Je crois qu'en fait, ils voulaient donner un signal fort au niveau de l'international que les choses étaient en train de changer. Et donc, on a arrêté avec les prévisions, vous savez, les cycles budgétaires, là où à mi-année, tout le monde passe pendant un mois, toute l'entreprise est en train de sortir ses budgets, ses reporting et tout ça. Donc ça, on a complètement arrêté. Et on a arrêté les grosses prêts stratégiques, etc. Et en fait, on est passé sur un système en continu. C'est-à-dire que c'est le contrôle de gestion qui alloue les budgets et en fonction, en fait, on vient un peu postuler pour ce qu'on a envie et quand on vient réclamer des sous au contrôle de gestion et en fonction en fait des budgets disponibles et de la valeur que ça apporte aux patients, il libère en fait les fonds. Et donc, il n'y a plus en fait d'histoire de je dépense mon budget vite avant la fin de l'année parce qu'après on va passer sur un nouveau cycle budgétaire. Il n'y a plus du tout ça parce que en fait, vous allez voir le contrôle de gestion, vous vendez votre truc. Si c'est nul, vous repartez bredouille et si c'est bien, vous repartez avec des sous. Voilà. Donc, et ça, en fait, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Un autre signal qui a été très fort de l'international, c'est qu'on a arrêté en fait les bonus par filiale. Du jour au lendemain, donc chaque filiale avait un bonus en fonction du chiffre d'affaires atteint et d'autres critères. Et on a arrêté ça, en fait. Maintenant, le bonus est complètement international. Et donc, c'est soit tous les patrons de pays réussissent ensemble, soit tout le monde échoue. Et donc ça, parfois ça fait mal. La donne, oui. Mais au moins, en fait, au lieu d'avoir en fait une émulation et une compète entre les patrons de pays, maintenant ils sont bien obligés de céder. Voilà. Que de chemin parcouru en tout cas. Mais du coup, c'est quoi les prochaines étapes, les prochains défis? Alors très rapidement, parce que je crois qu'on est en retard. Mais pour moi, il y en a à peu près 3. La première, c'est la mesure. La mesure parce que en fait, c'est très difficile de savoir. On se dit, alors voilà, on veut faire de l'agile pour, et là je vous dis, je veux accélérer la mise sur le marché du médicament, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment dû à la mise en place de l'agile et qu'est-ce qui est dû à d'autres choses ou d'autres choses qui changent dans le contexte, etc. C'est très difficile de mesurer. Donc moi, je recommande juste d'avoir 3 critères pour la mesure, mais nous, on ne le fait pas vraiment chez Roche, c'est encore que théorique, mais si j'ai envie de pousser ce sujet-là, c'est comme ça que je le ferai, d'avoir un indicateur sur le bien-être des employés, parce que je pense que c'est hyper important. Un indicateur en fait sur le business, et donc là, l'accélération sur la mise du marché du médicament, par exemple. Et puis mon troisième, attendez, qu'est-ce que j'oublie, un indicateur le client, voilà, et un sur en fait tout ce qui est stakeholder, puisque nous on est dans un environnement en fait du système de santé qui est très important. Donc voilà, moi je m'attacherai en fait à ces trois critères là. Très bien, merci. Et j'ai 2 autres points en fait sur pour moi les prochains défis, c'est vraiment de s'adapter au métier. Être agile, c'est vraiment anticiper en fait c'est quoi les métiers de demain, de quoi on va avoir besoin en métier de demain et l'anticiper le plus possible. Donc il faut systématiquement se poser cette question. C'est pas simple parce que après ça va très vite et ça ira de plus en plus vite. Donc pour garder nos compétences et garder l'expertise que l'on a, il faudra passer de plus en plus de temps en formation, etc. Voilà, et en formation pas traditionnelle, hein, parce que si on déploie des parcours de formation qui mettent 1 an à descendre au niveau des équipes, ça marche plus. Mais il faut trouver d'autres moyens en fait qui soient beaucoup plus agiles, beaucoup plus rapides. Et donc l'évolution du métier, pour moi, elle est absolument fondamentale. Et puis le dernier truc, c'est pas revenir en arrière. C'est toujours possible, et notamment en cas de crise, parce qu'en cas de crise, qu'est-ce qui se passe? On a tendance à reprendre les rênes, et c'est précisément exactement l'inverse qu'il faut faire pour continuer en agile. Enfin nous, en tout cas, il y a 2 ans, on a eu une période un petit peu difficile, un petit creux dans le business, et on se disait, à l'international, avant ils auraient débarqué, commencé à remettre des chiffres, quelqu'un qui vient régulièrement tous les mois et tout, et ils n'ont pas fait ça.
Et en fait, il s'est passé... Le patron de payé était beaucoup plus serein, je pense, dans la façon dont il a managé la crise. Et finalement, on s'en est très très bien sorti. Et c'est pas parce qu'il y avait quelqu'un qui aurait été là derrière notre dos que les chiffres auraient été mieux, certainement. Merci Florence. Ce que je vous propose, il reste 5 minutes, donc on va plutôt passer aux questions. Allez-y, n'hésitez pas. Bravo pour vos efforts, notamment le budget. Sur Internet, des gens ont été marqués par le Leadership Circle Profile. Voilà. La première question que je vous pose sur Internet, et il y a plusieurs questions dans la salle, donc je vais passer à la salle après. Est-ce que certains managers ont démissionné parce qu'ils ne voulaient pas prendre ce virage? Eh bien, écoutez, pour l'instant, pas beaucoup. Il y en a. Et en fait, il y en a qui c'est pas forcément que les managers. Moi, je dirais que le niveau de démission, il est... Après, chez Roche, on a très peu de turnover. Je pense que les gens sont quand même bien. On n'en a pas beaucoup. Mais il y a quand même des gens qui ne se reconnaissent pas dans le modèle, qui ont du mal, etc., même si on les accompagne. Donc, je dirais qu'il n'y en a pas eu plus que d'habitude. Et s'il y a eu des démissions, ça a touché tous les niveaux hiérarchiques avec des personnes qui ne se sont pas forcément reconnues. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui ont trouvé qu'on ne se transformait pas assez vite. Très bien. Une question dans la salle. Merci. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question concernant... les équipes métiers. Vous avez dit que vous aviez démarré la transformation par adresser cette population. Ça veut dire quoi pour des équipes métiers être agiles? Si je venais par exemple dans l'entreprise, qu'est-ce que je verrais de différent aujourd'hui au niveau des équipes métiers par rapport à précédemment? Bonne question. Il y a beaucoup plus de travail en fait à la fois en commun avec d'autres départements de l'entreprise pour travailler vraiment d'un point de vue transversal. Un client qui est beaucoup plus intégré en fait dans l'analyse de ses besoins et qui est interrogé systématiquement dans l'ensemble des processus. Des outils aussi. Alors j'ai oublié de dire, mais le Covid, ça a formidablement accéléré pour nous la mise en place de l'agile, hein, parce que en fait, forcément, en fait, les personnes ont été beaucoup plus autonomes, avec beaucoup moins de contrôle. Et on a mis en place tout ce qui est des outils comme Miro, Jamboard et tout ça pour animer nos réunions. Donc pas mal d'outils en fait aussi qui ont été mis en place et un état d'esprit différent. Mais pour moi, en fait, la mise en place de l'agilité, c'est vraiment un état d'esprit et une transformation culturelle avant toute chose. Donc c'est vraiment ça en fait qui change par rapport à avant, je trouve. Alors moi, ma question était par rapport justement à ce recul de 18 mois où on a été quand même dans des conditions de travail un peu particulières. Et justement, c'était pour savoir s'ils avaient freiné votre mise en place. Et vous... D'accord. Donc je pense que j'ai répondu à la question, mais ça a vraiment permis d'accélérer. Ok, une question Internet. Décentraliser la prise de décision nécessite un droit à l'erreur pour le collaborateur et l'équipe. Comment vous avez géré ça? Mal. Il y en a qui ont été virés. Hein, non, mais en fait, ça fait partie des choses où on se le dit, en fait. On dit, tiens, on va accorder le droit à l'erreur. On dit, on va laisser les gens se planter et tout. Mais en fait, quand les gens se plantent, c'est difficile. On a envie de remettre... voilà. Et on a eu plusieurs, en fait... Il y a un peu des injonctions contradictoires, là. Donc là, il faut travailler beaucoup avec les leaders, les managers, les gens du COMEX, etc. pour que, en fait, les gens ne soient pas jugés et souvent mis dans des cases ou dans machin parce qu'ils se sont plantés, mais qu'on essaye de mettre en valeur en fait le courage d'avoir essayé quelque chose. Mais ça, c'est encore vraiment culturellement difficile et on n'est pas au top là-dessus encore, nous. Oui, juste pour ajouter par rapport à ça, je pense qu'il y a aussi un élément de cadre qui est très important quand on veut déléguer une décision, c'est quel type de décision, dans quel cadre, à quelles contraintes. On parle d'un métier dans lequel, le médicament, il y a aussi des contraintes externes. C'est sûr que si quelqu'un va à l'encontre d'une contrainte dure de l'entreprise, là, on met les doigts dans la prise de courant quelque part. Donc éclairer ce cadre aussi de décision est important. Oui, vous disiez que les budgets étaient alloués en fonction de la valeur apportée. Comment elle était mesurée, cette valeur? Est-ce que vous la mesuriez déjà et comment elle était mesurée? Si oui...
Oui, alors bon, c'est le contrôle de gestion a ses propres façons en fait de voir les choses, mais en fait vous venez défendre votre point de vue ou la solution que vous apportez aux patients. Donc elle peut être multiple, mais en fait pour nous la valeur aux patients, c'est qu'est-ce que ça va apporter en plus aux patients en termes de survie. Dans sa maladie ou comment est-ce qu'il va vivre mieux en fait sa maladie, c'est tout ça en fait qui pour nous la valeur. Et finalement, quel OKR ça nourrit? Quel OKR ça nourrit au niveau de l'entreprise? Oui, merci pour cette présentation, Florence et Eric. Alors j'ai peut-être deux questions. Non, j'ai une question, on va dire. Est-ce que donc la transformation que vous avez menée, et je vous en félicite, qui a dû être difficile, elle aurait été. Vous avez eu des moyens pour le faire. Vous êtes dans un domaine qui a pas mal de cash. Est-ce que vous pensez que ça aurait été possible dans une entreprise qui a moins de moyens en fait, qui serait un petit peu plus stressée au niveau business, au niveau rentabilité? Est-ce que ça aurait été possible? Je ne vais pas dire qu'on n'est pas gâté chez Roche, parce que je pense notamment en fait tout l'accompagnement externe qui a été fait par les coachs au niveau des leaders et tout ça, ça coûte évidemment des ronds, beaucoup de ronds, d'accord. Mais moi, par exemple, à la transformation, j'ai quasiment pas de budget. Donc en fait, le budget quand je dépense des sous, c'est les équipes métiers qui décident et elles prennent ça sur leur budget à eux. Donc en fait, il n'y a pas eu de sur-budget. Puisque voilà, c'est pris sur les équipes métiers. Et on essaye quand même de faire en sorte que l'agilité, au fur et à mesure, ça va nous permettre en fait de gagner aussi tout ce qu'on a investi. Donc c'est vraiment une transformation à long terme. Après, c'est clair que la transformation, ça fait partie, c'est une des priorités de l'entreprise. Donc c'est aussi là où on est capable de mettre des ronds s'il y a besoin de sous. Question Internet. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre la transformation agile dans votre contexte par rapport à une transformation agile pure IT? Je sais pas en fait. Je sais pas trop répondre à cette question. Je pense qu'il y a sans doute l'emphase mise beaucoup plus sur tout ce qui est leadership et culturel, peut-être plus que sur la partie méthode. Mais je pense que des transformations IT qui sont bien faites, on doit aussi beaucoup parler de tout ce qui est culture et leadership. Donc voilà, il y a peut-être un poids du corps en fait sur la méthode qui est un petit peu moins fort que ce qu'il peut y avoir dans des transformations purement IT. Et je pense aussi juste que ça implique davantage de fonctions avec des croyances, des méthodes de travail différentes, presque des cultures différentes, là où l'IT, avec l'IT en général, est à peu près homogène, même si c'est quelque chose d'assez conséquent à bouger, parce qu'il y a un système d'information. Mais là, on voit que la complexité elle est plus sur l'humain et sur la capacité que les gens ont à travailler ensemble. Là où l'IT, il y a une deuxième composante qui est la partie vraiment SI, qui est assez importante et qui tire aussi une partie de l'organisation. Bonjour, merci beaucoup pour ce partage. J'ai une question en fait. Un sportif de haut niveau va garder son coach jusqu'à sa retraite. Et dans votre présentation, vous avez dit à un moment donné, les coachs vont partir. Pourquoi faut-il que les coachs partent en fait? Pourquoi ne pas les garder de manière intégrée dans le dispositif? C'est ce qu'on fait. Tout le temps. Mais la notion de les coachs vont partir en fait. Oui, parce que c'est des coachs externes en fait, des boîtes externes dont on ne sait pas à un moment donné, parce qu'on ne veut pas que ce soit eux qui mènent leur transformation, mais on veut que ce soit bien nous. Mais en fait, on a fait un relais avec donc la communauté de Scrum Master qui s'est créée et qu'aujourd'hui, je suis en train de transformer en fait en coach agile. Donc pour moi, oui, il faut continuer absolument le coaching. Et là, on est dans un moment où le coaching est absolument indispensable. Mais en fait, il est fait en interne. Parce qu'à un moment donné, ça coûte beaucoup d'argent sinon quand on est en extérieur, c'est clair. Après, dernière question Internet, peut-être intéressée. Est-ce que vous embauchez des coachs agiles? Écoutez, pour l'instant, non. Parce que, voilà, je vous l'ai dit, on essaye plutôt, en fait, on a des gens de beaucoup de valeur aujourd'hui, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, non. Vous avez un nouveau slide, je pense, juste après. Voilà. Le rôti. Donc, n'hésitez pas à faire votre feedback sur la conférence que vous venez de vivre. C'est pas le bon? C'est pas le bon. Ouais. Bon, ok. Donc,
Très bien, on va arranger le On coup. peut faire un rôti sur les mains. Hein. Vous savez, ça se fait aussi. Allez-y, on fait dans la Pour être salle complètement un petit pragmatique. rôti avec les mains. Hein, d'accord. Donc en ligne, si vous voulez gérer ça en ligne, vous pouvez. Donc allez-y, 1 à 5. Voilà, j'ai beaucoup de 5, j'ai beaucoup de 4, j'ai quelques 3. Et alors, j'ai pas tout vu, mais je crois qu'il n'y a aucun 2, donc félicitations. Merci à tous, en tout cas, pour votre attention. Merci. Et bonne conférence.